propose de commencer tout de suite avec Marie-Christine Vergiat. L'actualité a été riche cette semaine, mais je sais que vous allez y venir à ce bateau Aquarius, vous allez nous en parler, puisque vous êtes exprimé longuement sur Mediapart. Avant cela, je pense qu'il est intéressant de replacer quelles sont les compétences, quels sont les modes de décision sur cette thématique de la migration. C'est quelque chose en général qui est nécessaire. Oui, tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. C'est vrai que je préfère le débat plutôt que les longs plaidoyers. J'aime bien d'abord le titre du débat. Migration, parlons-en autrement, parce que je crois que c'est tout à fait fondamental, tant on est en ce moment dans la peur et les fantasmes en ne sachant plus de quoi on parle. C'est quoi un migrant? Quand on vous dit un migrant, qu'est-ce que vous voyez? Je crois déjà, mettez-vous cette image, et puis je vais vous donner les chiffres, et puis je vais vous en parler autrement. Il y a aujourd'hui dans le monde 255 millions de migrants internationaux. Des gens qui, à un moment donné de leur vie, ont migré, c'est-à-dire ont quitté le pays dans lequel ils sont nés, pour aller s'installer dans un autre pays. Dans ces migrants, il y a des migrants qui migrent de façon durable et définitive, et d'autres qui migrent notamment pour faire leurs études. Donc sur ces 255 millions de migrants internationaux, il y a 80 millions d'Asiatiques, de gens qui sont originaires d'Asie, par rapport à un continent qui a 4,5 milliards d'habitants. Il y a 60 millions d'Européens, par rapport à un continent qui n'a que 700 millions d'habitants, c'est-à-dire que pas loin de 10% des Européens sont des migrants internationaux, dont la moitié à l'intérieur du continent européen. C'est 40 millions Union européenne et 60 millions continent européen. Et tant pour le continent que pour l'Union européenne, c'est la moitié d'intra-continent ou d'intra-Union européenne. Les Africains n'arrivent qu'en 4e position. Ils ne sont que 36 millions de migrants internationaux sur un continent qui a 1,2 milliard habitants. Alors c'est vrai que c'est le continent dont la population va le plus augmenter. Mais néanmoins, faisons quand même attention au premier fantasme qu'on a en la matière. Deuxième élément, quand on parle des migrants du Nord, permettez-moi de le dire comme ça, ceux qui ont la peau blanche pour l'essentiel, permettez-moi aussi de le dire comme ça d'une façon un peu provocatrice, on ne parle pas des migrants, on parle des expatriés. Les gens du Nord sont toujours des expatriés, ils ne sont pas migrants. Pourtant, ils sont bien dans les chiffres de l'immigration internationale. Et pourquoi migrent-ils aujourd'hui? Je suis sûre qu'autour de vous, peut-être même dans la salle, vous connaissez des gens dont les enfants, les petits-enfants, sont partis travailler, qui est dans un autre pays de l'Union européenne, qui au Canada, qui aux États-Unis, qui en Australie, qui au Maghreb de plus en plus, dans les pays du Golfe ou ailleurs, en Chine, au Japon. Tous ces gens-là, pourquoi partent-ils ailleurs? Parce qu'ils cherchent un avenir meilleur. Ce sont des migrants économiques. Donc je voudrais déjà qu'on torde le cou à cette idée qu'il y a d'un côté des bons réfugiés et d'autres des mauvais migrants, forcément du Sud et forcément économiques. Les migrants du Nord sont d'abord et avant tout des migrants économiques. La deuxième chose, c'est de quoi on parle quand on parle de la crise des migrants. Moi, je ne parle pas de la crise des migrants. Je parle de la crise de l'accueil des réfugiés. Parce que ceux qui ont traversé la Méditerranée, ceux dont on parle sans arrêt, ceux qu'on appelle les migrants, en général, ce sont dans l'immense majorité d'entre eux, contrairement à ce qu'on nous raconte, des gens qui viennent de pays en guerre et qui ont fui persécution et conflit. Il suffit de regarder les nationalités. Ils sont érythréens, soudanais, afghans, pakistanais, bien sûr syriens. Et dans la crise mondiale des réfugiés, parce que s'il y a une crise, c'est une crise mondiale, il y a 12 millions de Syriens. Les 2 tiers, grosso modo,
étant des déplacés internes, c'est vrai pour les Syriens comme à l'échelle mondiale d'ailleurs, et les autres sont des réfugiés au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'ils ont quitté leur pays d'origine. 85% de ces réfugiés se déplacent dans les pays limitrophes du pays qu'ils ont quitté. Pourquoi? Parce que la plupart sont des gens pauvres. Et que les gens pauvres, ils n'ont pas les moyens de fuir loin. Ils vont au plus près. C'est pour ça qu'il y a 45 millions de déplacés internes et 20-25 millions de réfugiés au sens strict du terme. J'aurais pas déplacés internes à l'intérieur du pays et réfugiés dans un autre pays. Le pays qui compte le plus de déplacés internes au monde aujourd'hui est la Colombie. Le nombre de déplacés internes, c'est en Colombie. Donc, changeons nos images. Et donc, cette crise a concerné, si je prends les 3 dernières années, plus de 3 millions de personnes. Ce n'est pas rien. Mais, puisqu'il y a eu plus de 3 millions de demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Mais je vais le dire de façon encore un peu provocatrice, heureusement que l'Allemagne et Mme Merkel étaient là. Parce que l'Allemagne et Mme Merkel ont accueilli les 2/3 de ces demandeurs d'asile. Et la France, pendant ce temps, la France, pas grand-chose. Parce que la France est un des rares pays de l'Union européenne dans lequel le nombre de demandeurs d'asile n'a quasiment pas augmenté. C'est passé de 75 000 à 90 000, 95 000. Si je prends les chiffres Eurostat et non pas les chiffres du ministère de l'Intérieur, je prends toujours les chiffres Eurostat parce qu'ils sont communiqués par la France et ils sont faits de façon à faire des comparaisons. Donc, quand j'entends Gérard Collomb nous dire que nous avons des régions submergées par les migrants, j'ai le sang qui se fiche dans mes veines et je dis merci Monsieur Macron de parler du gouvernement italien et de dire que le gouvernement italien est cynique et irresponsable. L'Italie, moi je veux bien qu'on accuse le gouvernement, je ne suis pas favorable au gouvernement italien et à la coalition très à droite, qui le moins qu'on puisse dire, mais quand même quoi. L'Italie est un pays qui est confronté au sujet depuis des années, avec des pics plus ou moins importants, mais depuis des années. Et qu'est-ce qui a créé la situation en Libye, sinon l'absence de solidarité européenne? L'absence de solidarité européenne, ou l'insuffisance de la solidarité européenne. Je trace un peu rapidement et je vais venir sur le fonctionnement des institutions européennes. Parce qu'on dit c'est la faute à l'Europe. Ah, c'est le truc. Moi, je suis très critique par rapport au fonctionnement de l'Union européenne et des institutions européennes actuellement. Et il y a de quoi. Mais qui est responsable des politiques dans l'Union européenne? C'est vachement facile de dire c'est Bruxelles, la capitale de la Belgique. Moi, je ne sais pas qui c'est Bruxelles. Je sais qu'il y a des hommes, des femmes qui travaillent dans le quartier eurocrate, comme on dit, de Bruxelles. Je sais qu'il y a des fonctionnaires à la Commission européenne, mais je sais aussi que les commissaires, dans leur immense majorité, sont des politiques. Ils sont quasiment tous anciens premiers ministres, anciens ministres. Donc, il y a des politiques quand même qui sont à la tête de la Commission. Ce ne sont pas des technocrates. Il y a le Parlement européen. Il paraît qu'il n'a pas de pouvoir. Moi, j'ai été contre le traité de Lisbonne, donc je suis très à l'aise pour expliquer que le traité de Lisbonne a donné plus de pouvoir au Parlement européen. Mais je suis aussi très bien placée pour dire que dans les faits, on a l'impression d'en avoir de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on se heurte en permanence au Conseil européen. Le Conseil des États membres, le représentant des États membres. Et sur ces politiques-là, qu'il s'agisse des politiques internes ou des politiques externes, c'est d'abord et avant tout les États membres qui mènent la danse. Et on reviendra dans le détail en fonction de vos questions. Mais je dis et je répète, et nous allons le voir fin juin, puisqu'il y a un conseil qui va parler notamment de la réforme de Dublin, on va voir qui mène véritablement la danse. Parce que le groupe de Visegrad a bon dos, quand même. C'est vachement facile de dire c'est la faute à la Pologne, c'est la faute à la Hongrie. Quand personne ne fait des propositions constructives pour venir en aide aux pays du Sud.
Hein, on a effectivement 3 groupes en ce moment au Conseil européen sur ces questions. Le groupe de Visegrad, qui ne veut entendre parler de rien, mais ils ne sont que 4, hein, même s'ils peuvent avoir un peu plus de soutien du côté de l'Autriche, avec la prochaine présidence notamment, puisqu'à partir du 1er juillet, c'est l'Autriche qui va présider le Conseil des États membres, et je vous rappelle qu'en Autriche, il y a une coalition droite-extrême droite. Donc, on a ce groupe de Visegrad, on a les pays du Sud, hein, qui cherchent des solutions et de la solidarité, notamment la Grèce et l'Italie, qui sont les premiers placés. Et je pense qu'avec l'évolution des choses, l'Espagne va faire de même. Mais on a aussi un bloc qui sont en réalité les pays qui décident. Et dans ces pays qui décident, il y a en permanence des représentants du gouvernement français. Et moi j'attends, c'est ce que j'ai dit à Mediapart notamment, j'attends que le gouvernement français, puisqu'il paraît qu'il est humaniste tout en étant ferme, qu'il reprenne les propositions réalistes du Parlement européen sur le règlement de Dublin. Parce que nous avons sur le règlement de Dublin une majorité conséquente qui va de la gauche européenne au Parti populaire européen dans lequel siègent les Républicains, qui a proposé une réforme de solidarité du règlement de Dublin. Donc je dis, chiche, Monsieur Macron, reprenez les propositions du Parlement européen et on verra si vous êtes un Européen convaincu et si, comme vous nous l'avez dit devant le Parlement européen à Strasbourg il y a quelques semaines, vous êtes en la matière pour la solidarité intra-européenne. Je vous remercie. Je me tourne tout de suite vers la salle pour voir quelques premières questions, quelques premières réactions. Souvent, c'est la première question qui est plus difficile. Merci. Vous avez donné quelques chiffres. Moi, j'ai une question très simple, je ne sais pas. C'est où pourrais-je trouver des chiffres qui permettraient de donner des réponses à des gens qui, autour de moi, répètent de façon quasiment permanente qu'on ne peut pas prendre toute la misère du monde. C'est le leitmotiv qui n'est pas simplement d'extrême droite. Donc je suis un peu embêtée par moment parce que je ne sais pas exactement combien il y en a, vous avez donné quelques chiffres de combien il y en a en Europe, combien il y en a en France, combien coûte un migrant, combien il rapporte, quels sont les droits, quels sont comment peut-on donner des éléments chiffrés et clairs pour répondre à ces idées qui sont, je sais, beaucoup alimentées par la peur, mais qui nécessitent des réponses claires. Sur les chiffres mondiaux, il y a un organisme qui s'appelle l'Organisation internationale des migrations. Moi, mes chiffres ils viennent de l'Organisation internationale des migrations et du Haut Commissariat aux réfugiés pour la partie strictement réfugiés. Tous les ans, ils mettent à jour leur site et leurs chiffres. Par rapport à l'Union européenne, il y a une agence européenne des statistiques qui s'appelle Eurostat et tous les chiffres sortent de l'agence européenne des statistiques. Si vous tapez demandeurs d'asile en Europe Eurostat, vous allez avoir le nombre de demandeurs d'asile par pays, par nationalité, au fur et à mesure. Si vous demandez nombre de protections internationales accordées, vous allez avoir le chiffre en la matière. Vous pouvez aussi aller sur le site de mon voisin qui donne un certain nombre d'informations et d'éléments. Vous pouvez aussi consulter Migre Europe, qui est un site de chercheurs qui donne aussi énormément d'informations en la matière, notamment sur le coût de la construction de ce qu'on appelle les politiques de l'Europe forteresse. Je vais juste vous montrer un tableau. Vous n'allez pas voir les détails, mais vous allez juste voir les courbes, qui est très intéressant. Ce tableau, c'est un tableau qui a été fait par Alternative économique à partir des sources Eurostat, justement. Ce tableau représente le nombre de demandeurs d'asile par pays et le nombre de protections internationales accordées. En bleu, c'est le nombre de demandes d'asile. En rose, c'est le nombre des protections internationales. Tout en bas, là, ce tableau est fait proportionnellement à la population.
Parce que c'est très important de voir le nombre de demandeurs d'asile ou de protection internationale accordés en fonction de la population. Le poids n'est pas le même à Malte, à Chypre, en Suède ou en Allemagne. L'Allemagne a accueilli beaucoup de monde, mais elle n'est pas le pays qui, néanmoins, proportionnellement à sa population, accueille le plus de demandeurs d'asile. Devant elle, il y a la Suède et Malte, proportionnellement à leur population. Bien évidemment, si vous parlez des chiffres absolus, on n'est pas du tout dans les mêmes choses. Hein. Et donc, en rose, vous avez la protection internationale. Donc là, comme je viens de vous le dire, c'est la Suède. Là, c'est la moyenne de l'Union européenne. Et l'autre là, c'est la France. La France, donc, n'est vraiment pas un des pays qui accueille le plus de demandeurs d'asile proportionnellement. Parlez dans le micro. N'est vraiment pas un des pays qui accepte le plus de demandeurs d'asile proportionnellement à la population, mais il est encore moins le nombre un des pays qui accorde le plus de protection internationale. Mais par contre, il est un de ceux qui expulse le plus. Il est celui qui expulse le plus, même en chiffre absolu. Donc, on demande toujours plus de fermeté, toujours plus de sévérité, mais pour reprendre votre phrase du début, on n'accueille pas toute la misère du monde. Et il faudrait juste que, y compris par rapport à nos voisins européens, on y prenne notre part pour reprendre la phrase de Michel Rocard, puisque cette phrase était de Michel Rocard, dans son intégralité, et elle est toujours vraie, parce que sur la question des demandeurs d'asile, la France est depuis très longtemps un pays qui ne fait pas les politiques qu'il faudrait faire en matière de droit d'asile. C'est une question qui n'a pas de sens. Un migrant, ça dépend de sa situation. C'est un migrant, enfin je ne sais pas si vous avez des chiffres en la matière, mais un migrant qui est en situation irrégulière, qui n'a pas de boulot, qui est en centre de rétention, ou un migrant qui est installé en France depuis des années, qui a un job qui est hautement qualifié, qui est direct cadre dans une grande entreprise, ça n'a strictement rien à voir. Hein, un migrant qui est en situation irrégulière, il ne coûte rien quand il est à la rue. Parce qu'on refuse de lui apporter, il n'a même pas droit aux aides sociales, contrairement à ce qu'on raconte. Ceux qui coûtent tellement d'argent, c'est les demandeurs d'asile. Ce n'est qu'une partie de ces populations-là. Donc on mélange tout. Hein, et je ne veux pas vous dire ce que coûte un migrant. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la Suède, qui est le pays qui, proportionnellement à sa population, a accordé le plus de protection internationale, y compris à des enfants, parce que la Suède est le pays qui accepte le plus la protection internationale pour les enfants, est un pays qui est en croissance, notamment grâce à l'accueil des migrants. La question suivante. Hervé Schnecker, j'appartenais, parce que actuellement on ne peut pas le faire, à un collectif qui accueille les migrants, et je trouve que c'est une très bonne solution. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. J'ai fait aussi une enquête sur le ressenti des gens vis-à-vis des migrants. Mais j'ai quand même été très surpris. Les gens sont tous, c'est la première chose qui parle de la migration. Mais en fait, beaucoup de ceux que j'ai rencontrés sont surtout énervés par les migrations intra-européennes. Et en particulier par la question de concurrence sur le marché du travail. Et ça, quand vous êtes députée européenne, vous pouvez certainement faire quelque chose. Par exemple, les chauffeurs, c'est bien connu, mais il y a beaucoup d'autres domaines où les gens se trouvent directement en concurrence avec des citoyens de pays de l'Est qui sont moins bien payés, mais qui travaillent tout aussi bien. Et donc, je crois que ça, il faut y faire très attention. J'ai été frappé de ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle des Syriens, qu'on parle de l'invasion africaine, etc. Non, le plus grand nombre de personnes qui travaillent effectivement sont des ouvriers, des chauffeurs, etc. C'est sur cette question-là qu'ils se sentent mal à l'aise. Je pense très rapide. Bon, mais je pense que ça dépend beaucoup des milieux dans lesquels on gravite. On n'a pas du tout les mêmes sensations. Dans les départements
dans lequel on vit, si on est en milieu urbain, si on est en milieu rural, la réponse n'est pas forcément la même. Mais puisque vous posiez la question sur les travailleurs détachés, parce qu'en fait c'est la question des travailleurs détachés qui est en cause, on vient de faire quelque chose, puisqu'on vient de voter une nouvelle directive sur le travail détaché, qui n'est pas la panacée, qui ne réglera pas tous les problèmes, mais qui en réglera au moins un dans le cadre de la légalité. C'est qu'un travailleur détaché ou un travailleur national, dorénavant, sera payé avec le même salaire. Jusqu'à présent, le seul possibilité, c'était le salaire minimum. Désormais, c'est à travail égal, salaire égal. Ça n'est pas suffisant, parce que notamment la question des cotisations sociales n'est pas réglée. Mais c'est déjà une avancée. Et je pense que c'est un élément important en la matière. C'est pour ça que la majorité de mon groupe a voté la directive travailleurs détachés. La majorité a d'ailleurs été assez large. Souvent au Parlement européen, on a des majorités assez larges. Et par rapport à la question que vous posez des routiers, il se trouve qu'on a voté aujourd'hui au Parlement européen sur ce sujet. D'abord, première chose, le Parlement européen souhaitait que les routiers soient dans la directive travailleurs détachés. C'est le Conseil, on va dire que je suis obsédée, mais c'est le Conseil des États membres qui les a sortis. Donc une majorité des États membres. Notamment sous l'impulsion de la Pologne, parce que la Pologne est très concernée. Je vous donnerai un dernier chiffre en la matière. Mais aujourd'hui, nous avons refusé que les négociations s'engagent sur le paquet mobilité, dans lequel il y a notamment la question des transports routiers, à une majorité relativement large, parce que justement, on cherchait à faire des dérogations et qu'on n'était pas aligné sur la question de la directive travailleurs détachés. Tout n'est pas joué, parce qu'on a juste empêché la négociation, parce que les majorités quelquefois fluctuent au Parlement européen, et donc on se donne rendez-vous au mois de juillet, et on fait confiance aux transporteurs et aux routiers qui travaillent dans de très mauvaises conditions en ce moment, pour se mobiliser et pour qu'on ait une majorité sur le fond pour gagner les choses. Dernier élément qui est très intéressant par rapport à la Pologne, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que chaque année, il y a 2 500 000 personnes qui rentrent dans l'Union européenne de façon régulière. Ce n'est pas les demandeurs d'asile, c'est de façon régulière. La première nationalité concernée, 580 000 en 2016, c'est le dernier chiffre que nous avons en la matière, sont des Ukrainiens. L'immense majorité de ces Ukrainiens viennent en Pologne. Et viennent en Pologne, non pas du Donbass comme réfugiés, mais avec des titres de travail. Donc les mêmes qui viennent en travail détaché dans l'Europe occidentale, on va dire, sont mis en concurrence par leur propre gouvernement avec des Ukrainiens. Il ne s'agit pas de montrer du doigt les Polonais ou les Ukrainiens, mais dire qu'on a du dumping social organisé dont tout le monde fait les frais, et que moi, mon combat, c'est de ne pas opposer les pauvres, je dirais, ou les travailleurs les uns aux autres, mais de faire en sorte qu'ils soient traités dans les mêmes conditions, quel que soit l'endroit où ils sont, notamment à l'intérieur de l'Union européenne. Monsieur, présentez-vous. Oui, moi je suis citoyen français et militant européen. Je fais partie des gens qui se sont réjouis des progrès apportés par le traité de Lisbonne au Parlement européen, et je pense qu'il faut utiliser pleinement ces moyens, ces nouveaux moyens. Si on pose la question aujourd'hui de ce que pense l'opinion française et européenne, ça n'ira pas dans le sens de l'accueil des réfugiés, il faut bien se dire ça. Et si on ne fait rien, si on ne propose rien, on aura l'année prochaine aux élections européennes les mêmes résultats qu'on a eu il y a un mois en Italie. Donc il faut effectivement faire des propositions. Vous avez dit que le Parlement européen avait fait des propositions dans le sens de la solidarité. Est-ce que vous pouvez les détailler? Parce que je pense que la plupart des gens qui sont dans la salle ne les connaissent pas. Merci. La seule façon de lutter contre les morts en Méditerranée et contre les trafiquants, enfin la meilleure façon, c'est d'ouvrir des voies régulières pour les migrants et les réfugiés.
Par rapport à ce que vous disiez, je voudrais rectifier une chose. La Commission européenne nous a présenté un sondage fait à l'échelle européenne il y a quelques semaines qui démontre que dans tous les pays européens, je dis bien dans tous les pays européens, une majorité de personnes est toujours favorable à l'accueil des réfugiés. À une exception près, c'est pour ça que j'appuie mon analyse sur la question de l'Italie, c'est l'Italie. Et moi, je suis persuadée que c'est l'absence de solidarité européenne qui fait régresser les choses. Et la deuxième chose, c'est qu'on enfonce de plus en plus le clou sur le fait qu'il y a les bons réfugiés et les mauvais migrants économiques. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut véritablement travailler pour qu'on avance autrement. Donc, première chose, les routes régulières. Deuxième chose, je dirais, application des conventions internationales, notamment sur le sauvetage en mer, et notamment pour donner des moyens à l'agence Frontex bien supérieurs pour qu'il y ait du sauvetage en mer et pour qu'on ne soit pas dans la situation actuelle où le nombre de morts diminue, mais proportionnellement au nombre de passages, il augmente d'une certaine façon, parce que le nombre de traversées a fortement diminué, alors que le nombre de morts, lui, n'a pas fortement diminué, il était encore de plus de 3000 l'année dernière. Et qu'en raison des politiques européennes de blocage qui empêchent justement ces migrants, ces réfugiés de venir dans des conditions régulières, on est en train de constater, les ONG le disent, que dans le désert, il y a dorénavant de plus en plus de morts et qu'on commence à dire qu'il y a probablement eu autant de morts dans le désert qu'en Méditerranée. Donc, sauvetage en mer, Convention de Genève et droit d'asile. Pour le moment, il n'y a pas un droit d'asile européen. Il faudrait que les droits d'asile soient les mêmes pour éviter les mouvements secondaires ou le benchmarking, dit Gérard Collomb, entre les différents pays. Mais il faudrait que les conditions d'acceptation du droit d'asile soient les mêmes d'un pays européen, parce que les réfugiés, très naturellement, ils vont dans le pays où ils ont plus de chances d'être acceptés. Notamment les Afghans, en ce moment, sont en train de partir d'Allemagne pour venir en France, parce que pour les Afghans, il y a plus de possibilités d'avoir le droit d'asile qu'en France qu'en Allemagne. On a ça sans arrêt. Donc, tant qu'on n'aura pas un droit d'asile européen, on n'y arrivera pas. Convention internationale des droits de l'enfant. Parce que là aussi, l'intérêt supérieur de l'enfant, l'UNICEF vient de faire un communiqué aujourd'hui pour rappeler que la place d'un enfant n'est jamais dans l'enfermement. Et ça, le Parlement européen ne cesse de répéter ça. Et dernière chose, parce que je dois continuer de Dublin 4, puisque c'est le sujet du jour, la réforme de Dublin 3, la Commission nous a proposé, sous l'impulsion des États membres, un texte qui est encore pire, je pense que je peux le dire comme ça, même si je choque peut-être certains d'entre vous, qui est encore pire que le texte Dublin 3, notamment parce que ce texte a pour objectif de renforcer ce qu'on appelle le dublinage, c'est-à-dire le renvoi vers le premier pays entrant dans l'Union européenne, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas obligatoire pour le second ou troisième pays. L'obligation, elle pèse sur le pays premier entrant qui, lui, a l'obligation de recevoir le demandeur d'asile qu'on lui renvoie. Mais la France, par exemple, n'est pas du tout obligée de renvoyer vers l'Italie des demandeurs d'asile, notamment si elle veut faire de la solidarité européenne avec un des pays qui est le plus en première ligne. Et elle est encore moins obligée de faire du refoulement systématique sans examiner la situation des gens, y compris de mineurs. Et donc, le Parlement européen, lui, à l'opposé, a proposé de mettre en place un mécanisme de solidarité européen automatique, systématique et automatique, qui permet une clé de répartition et qui tient compte, notamment pour éviter les mouvements secondaires, des demandeurs d'asile eux-mêmes. C'est-à-dire notamment la langue qu'ils parlent, parce que si on a la situation au Calais, c'est parce que c'est des anglophones qui veulent aller vers l'Angleterre. Le regroupement familial, autre obligation internationale. Le fait qu'ils aient fait des études dans un des pays de l'Union européenne, qu'ils aient pu y travailler à un moment donné de leur vie, et qu'on n'ait plus ce seuil de déclenchement qu'on
qu'on n'ait plus de seuil de déclenchement ou mécanisme d'urgence, mais que ça fonctionne en permanence. Ce serait une répartition automatique entre les pays pour les rôles. Alors que, juste à titre d'exemple, je donne juste un exemple sur le Conseil. La position du Conseil par rapport à la Commission, donc empire les choses. Actuellement, le délai de dublinage, c'est 6 mois, voire 18 mois, puisqu'il y a des possibilités de prolongation. La position du Conseil, c'est 8 à 10 ans. Très bien, merci. On continue directement avec Yves Pascoe, donc, qui observe les politiques publiques européennes depuis maintenant presque 18 ans. Je vous remercie de nous donner votre opinion sur cette évolution, et notamment sur les dernières actualités qui prennent en ce moment beaucoup de place. Sur le thème de cette discussion-là, parlons-en autrement. Quand la dernière question a été posée, que Marie-Christine Vergiat a évoqué le sondage Eurobaromètre pour savoir quel était le sentiment des Européens sur la question migratoire, en ce qui concerne la France, il y a un chiffre qui est particulièrement intéressant, et quand les sondés dans les différents États membres ont répondu à cette question, considérez-vous que vous êtes bien informés sur les questions migratoires, sur les politiques migratoires? Et en France, 35% environ des répondants disent nous considérons que nous sommes bien informés, ce qui veut dire que 65% des Français interrogés considèrent qu'ils sont mal informés ou qu'ils connaissent assez mal la question. Ce qui veut dire que compte tenu de l'importance de ce sujet dans le débat politique et compte tenu de son poids dans le résultat des élections, ça laisse songeur. Mais en même temps, quand je vois cette salle remplie, presque un rapport puisqu'il a fallu rajouter des chaises pour les deux jeunes spectateurs qui viennent d'arriver, que je salue bien amicalement, je suis rassuré parce qu'il y a un espace encore de discussion. Alors évidemment, l'espace de discussion est un peu particulier sur les questions migratoires parce que pour plagier Enrico Letta, l'ancien ministre du Conseil italien, en France, l'espace de discussion, il n'y en a pas véritablement, puisque la discussion sur les questions migratoires se situe entre Marine Le Pen d'un côté et le pape François de l'autre. Et entre les deux, il n'y a rien. C'est la réalité. Soit on est un affreux facho, soit on est un dangereux libertaire. Mais entre les deux, on n'a pas le droit de se questionner. On n'a pas le droit d'avoir des doutes. On n'a pas le droit de se dire, tiens, mais finalement, les questions que vous posiez sur les chiffres, mais moi, j'y vois pas clair. Et comment est-ce que je peux prendre du recul et avoir des éléments d'appréciation? Et sur ce sujet-là, c'est comme si on avait le sentiment qu'on n'arrivait pas à pouvoir se poser des questions, et à tout le moins, comme si on ne pouvait pas apporter une réponse claire et définitive. L'immigration, c'est bien, et l'immigration, c'est mal. Non, c'est autrement plus compliqué que ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour en parler autrement? J'ai pas de recette magique, j'ai pas de baguette magique, j'ai encore moins de boules de cristal et je ne sais toujours pas lire dans le mar de café, mais on peut essayer quand même de trouver un certain nombre d'éléments. Premier élément, les chiffres. Alors les chiffres, c'est extrêmement pratique, parce que ça permet de comprendre un phénomène, des tendances, de relativiser. Et des chiffres, il y en a des palanqués, il y en a plein. Il suffit... Alors, pour répondre à la première question de madame, sur les réfugiés, il y a un document qui est excessivement utile, qui est tous les ans le rapport des Nations Unies, du Haut Commissariat des réfugiés, qui fait un état sur les réfugiés et les personnes déplacées au niveau mondial. C'est extrêmement bien fait, c'est fait de manière globale, et après région, et ça, c'est un élément, à mon avis, relativement clair et solide pour pouvoir avoir des éléments d'appréciation. Deuxième source, l'OIM, ou encore mieux, Eurostat. Alors, Eurostat, c'est formidable. Comment? Pas les mêmes. OIM, c'est une migration mondiale. Oui, tout à fait. Mais alors, OIM a un site qui est bien fait, et Eurostat, c'est formidable parce que vous avez sur les questions migratoires et l'immigration dans l'Union européenne un nombre incalculable de chiffres. Alors pour les fanats de tableaux Excel invitables, vous allez y trouver le plus grand bonheur que vous souhaitez. En revanche, pour les comprendre, c'est beaucoup plus compliqué. On a aujourd'hui un manque qui est un élément de simplification de ces chiffres-là et de mise en perspective. Le site qui est le mien, auquel vous faisiez référence, on essaie de mettre en place ces éléments-là. Mais
Pour moi, les chiffres ont une limite. Parce que les chiffres, au bout du compte, aujourd'hui, on nous a parlé de 100 000, 500 000, 3 millions, 4 millions, 240 millions, 65 millions, c'est très bien. Hein. Et pourquoi pas 86, et pourquoi pas 27. Le problème des chiffres, il est... n'importe quel chiffre. Mais je sais bien. Je les ai remis dans leur contexte. Je ne dis pas. Loin de moi l'idée d'invalider vos commentaires et vos chiffres. En revanche, le problème des chiffres, à mon avis, est triple. Premier élément, on croule sur les chiffres et puis il y a une sorte de course à l'échalote de chiffres records. Ah, il y en a eu 1 million, et puis 1,8 million. Et là, il y en a un petit peu moins. Donc on a un record en moins par rapport aux années précédentes. Et finalement, on est un petit peu perdu. Mais ce qui m'embête, moi, avec les chiffres records, c'est qu'en réalité, et ce qui est bien compréhensible, c'est que dans l'esprit de nombreux de nos citoyens, ces chiffres records laissent à penser que le phénomène migratoire est un phénomène incontrôlable. C'est un phénomène ingérable. Or, moi j'ai plutôt la prétention de penser que c'est tout le contraire. Sauf qu'à force de nous assommer avec des chiffres, on en arrive à des idées que finalement, il y en a plein qui arrivent. Et puis en 2015, quand on a ajouté aux chiffres les images 24 heures sur 24 de colonnes de personnes qui marchaient à travers les Balkans occidentaux, il y avait en plus l'image de l'invasion. Chiffre plus image égale invasion, égale ingérable, égale fermer les frontières. Or, c'est plus compliqué que ça. Troisième élément qui est lié, qu'est-ce que c'est que la migration, si ce n'est de manière quasi systématique, un phénomène individuel. Et derrière les chiffres, on en oublie le parcours individuel de chaque personne. Et on oublie, et c'est une réalité, nos administrations, nos juridictions le savent, parce qu'elles en ont l'obligation. Quand on examine un statut de réfugié, c'est un examen individuel. Quand on enregistre une personne et qu'on l'identifie, c'est un enregistrement et une identification individuelle. La migration, c'est un parcours individuel et c'est aussi une histoire qui est souvent détachée de la masse et du groupe. Donc les chiffres sont intéressants pour avoir des points de repère, mais ils ne font pas tout et ils n'expliquent pas tout. Donc premier élément, en parler autrement avec les chiffres, certes, mais ne pas faire des chiffres l'élément déterminant de l'explication du phénomène migratoire. Deuxième élément, en parler autrement, mais ça part peut-être simplement d'une définition. C'est quoi la migration ? Eh bien, la migration, on peut la définir de deux manières différentes. On peut avoir la définition que je qualifierais de froide, objective, statistique. Pour ceux qui ont vu, et j'imagine qu'ils sont nombreux dans cette salle, la très bonne et l'excellente leçon inaugurale de François Héran au Collège de France, François Héran donne la définition de la migration, et il donne la définition statistique, c'est normal, c'est un démographe. Donc, la migration, le migrant, c'est une personne qui quitte son pays d'origine ou un pays pour vivre de manière durable au moins un an dans un autre pays. Point final. Et avec ça, on fait ce qu'on veut. Donc, c'est en réalité une définition tout à fait exacte, incontestable, mais complètement désincarnée. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser que la définition de la migration, elle part aussi d'une définition qu'on peut s'approprier par rapport à la réalité du phénomène. Et pour moi, il y a une définition qui est assez fidèle à la définition que je fais de la migration, mais à la réalité de ce qu'est la migration. Et c'est François Crépeau, le professeur de droit canadien, mais qui a aussi été rapporteur spécial des droits fondamentaux des migrants auprès des Nations Unies de 2011 à 2017, qui donne cette définition. Et à mon avis, cette définition est importante parce qu'elle permet de percevoir le phénomène différemment. Et François Crépeau dit une chose excessivement simple, claire et à mon avis d'une vérité incontestable. La migration, c'est un voyage à la recherche de la dignité. Eh bien, quand on pense à la migration avec cette définition-là, il me semble qu'on applique des politiques de gestion, des politiques publiques de gestion des migrations avec un regard différent. La migration qu'on fuit les bombes, qu'on cherche à donner une éducation meilleure à ses enfants, qu'on cherche à offrir des conditions de vie meilleures à sa famille, qu'on quitte des régions qui sont l'objet de changements climatiques brutaux, des sécheresses, des inondations, des tempêtes, eh bien la migration, qu'elle soit forcée ou volontaire, est toujours un voyage à la recherche de la dignité.
Et en prenant cette définition-là, on a très certainement aussi une vision différente du phénomène. Donc si on veut en parler autrement, il me semble qu'on peut aussi en parler à partir d'un point de vue différent et pas uniquement d'une définition objective et désincarnée. Enfin, parce que Marie-Christine Vergiat nous fait l'honneur d'être ici, de quel type de politique migratoire est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on continue à penser, comme la majorité de nos dirigeants, que la question des migrations, ça reste et ça demeure une question de souveraineté? C'est moi, c'est ma frontière, c'est mon territoire et je la protège. Et de ce point de vue-là, la quasi-majorité des États membres de l'Union européenne ont attribué le sujet au ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire au ministre de la Frontière et de la Police. C'est une question de souveraineté. Mais la question migratoire et la question des politiques migratoires, à mon avis, posent deux éléments de positionnement. Le premier, à partir du moment où on partage un espace commun de liberté de circulation qui s'appelle l'espace Schengen. Et si on veut garder cet espace Schengen, depuis le début des années 85, j'ai la chance ou le malheur de travailler sur les origines de Schengen, et on se rend compte très rapidement que tous les négociateurs des accords de Schengen sont conscients d'une chose, c'est que si on crée un espace sans contrôle aux frontières intérieures où les personnes peuvent circuler, ça appelle automatiquement la coordination, voire l'harmonisation des politiques nationales d'immigration. Ça appelle cette idée selon laquelle assez simple de dire mais comment est-ce que tu fais rentrer les migrants chez toi, ceux qui vont exercer une activité économique? Eh bien moi, je les sélectionne de telle manière. Ah d'accord, parce que ça me permet de savoir comment est-ce que les gens rentrent sur ton territoire et vont potentiellement venir visiter le mien. Et toi, comment tu fais? Eh bien, moi, je fais comme ça. Et quel type de politique d'immigration, d'études tu as? Eh bien, moi, j'attire plutôt tel type d'étudiants. Ah, c'est intéressant, mais comment tu fais? En réalité, c'est ce qu'on appelle la coordination des politiques, et à un moment donné, quand la coordination est suffisamment avancée, on a des règles communes. Eh bien, Schengen, c'est ça. Schengen, ça oblige à avoir au minimum une coordination des politiques nationales d'immigration, et voire même, si on veut un statut un aspect d'harmonisation. Le problème fondamental et qui explique en réalité la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que en 1985, Kohl et Mitterrand font de la signature de l'accord de Schengen une priorité politique. Et les services qui négociaient Schengen disaient attention, mais on va être obligé de parler des questions migratoires ensemble. Kohl et Mitterrand disent on signe l'accord de Schengen et on parlera de cette question-là l'année prochaine. Sauf que pour ceux qui étaient déjà nés à cette époque-là, pas les deux derniers au fond de la salle, mais ceux qui étaient nés en 1986 et à un âge de reprendre, se rappellent qu'en 1986, en France, il y a un changement de majorité. Et que arrive au ministère de l'Intérieur un ministre qui a à peu près le même nom que moi, Charles Pasqua, et non pas Charles Pasqua. Et pour Charles Pasqua, c'est très simple, il est absolument impensable de partager quelque information que ce soit avec ses voisins sur les questions migratoires. C'est une question de la place Beauvau, point final. Et à partir de ce moment-là, on ne parle plus de la coordination des politiques nationales. Et à partir de ce moment-là, on met en place Schengen qui fonctionne très bien avec des dispositifs assez simples qui sont de dire comment est-ce qu'on fait pour contrôler l'accès sur le territoire, comment est-ce qu'on fait pour faire de l'entrée du contrôle de la frontière extérieure. Tout le reste est resté en friche pendant 20 ou 30 ans. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une politique européenne qui est excessivement intégrée, développée sur la question du contrôle des frontières extérieures, parce qu'on a fait dans Schengen et qu'on a continué à le faire, et qu'elle est très faible sur la question de l'admission des personnes. Ça, c'est le premier élément. Si on a un espace commun, il faut qu'on ait une politique européenne. Alors, on les entend tous aujourd'hui. Il faut une politique européenne, mais bien sûr, mais avec grand plaisir, mais laquelle? Quelles mesures est-ce que vous proposez? Donc tous nos dirigeants disent qu'il faut une politique européenne, mais ils sont incapables de vous donner un élément de réponse, si ce n'est, vous allez voir, à la fin juin, on vous donnera des éléments de réponse. Et je fais partie de la coordination iséroise de soutien aux étrangers migrants. Voilà, je voulais vous faire part de quelques interrogations. J'ai été de ces militants qui ont manifesté à Vichy sous les lacrymos, sous la répression policière violente, lorsque les ministres européens se sont réunis pour fermer les frontières de l'Europe.
Ça a été des premières mesures qui ont commencé à fermer l'Europe à l'entrée des migrants. Je voudrais vous demander, et qui ont été mises en œuvre particulièrement par Dublin ensuite, ce que je voudrais vous demander, je suis très sensible à ce qui a été dit sur la nécessité d'une politique de solidarité européenne. Je en suis persuadée, mais j'aimerais bien qu'elle se concrétise. Or, ce que nous pouvons voir régulièrement dans les associations, c'est plutôt une coordination des refus d'entrée, et également des expulsions, et également des refus de ceux qui sont dans notre pays depuis quelquefois 5 ans, 6 ans pour beaucoup de familles, 10 ans, et la Convention franco-algérienne devrait avoir droit à un titre de séjour, mais ils sont refusés. Également, quelquefois, ça va jusqu'à 17 ans. C'est assorti de plus en plus de mesures d'assignation à résidence, avec des interdictions de retour d'1 an, 2 ans, allant jusqu'à 3 ans. Autant vous dire que ce n'est pas tellement une politique d'ouverture que nous côtoyons quotidiennement. Or, cette politique est-elle exclusivement française ou bien est-elle aussi sous une influence européenne quand on voit tout un mouvement qui veut arrêter les demandeurs d'asile à l'extérieur de l'Europe? Eh bien, je voudrais savoir quelles sont les propositions européennes pour une véritable politique de solidarité qui se concrétise d'abord dans notre pays. Il est évident que les derniers mois et les dernières années ont démontré une tendance des États membres de l'Union européenne à avoir des politiques de plus en plus restrictives sur la question migratoire. Il est tout à fait évident, à mon avis, que le climat actuel entre les différents dirigeants européens n'est pas à l'ouverture, et loin s'en faut. Il est, à mon avis, à peu près sûr que aujourd'hui plus qu'hier, et peut-être moins que demain, malheureusement, nous avons une coalition d'États qui vont appuyer pour continuer à mettre en œuvre les politiques que vous dénoncez. Contrôle des frontières, éloignement et éventuellement traitement des situations à l'extérieur du territoire européen. Quand hier on disait, mais c'est surtout Viktor Orban qui était un méchant entre guillemets sur les questions migratoires, on lui adjoignait ses 3 voisins, Pologne, République tchèque, Slovaquie. Quand on voit aujourd'hui la manière dont ce groupe est en train de s'élargir, on peut se poser des questions, parce que ce ne sont plus les groupes de Visegrad aujourd'hui qui sont ouvertement anti-immigration. On a un gouvernement autrichien dans lequel le ministre de l'Intérieur est un ministre issu de l'extrême droite. On a aujourd'hui un gouvernement italien dans lequel le ministre de l'Intérieur est un ministre issu de l'extrême droite. On a un ministre de l'Intérieur allemand de la CSU bavaroise qui est conservateur plus, avec des mains tendues désormais vis-à-vis de ceux qui ont des positions les plus dures. On a les Danois qui ont fait des propositions sur l'externalisation de l'asile avec les Autrichiens la semaine dernière. Et il suffit de lire la presse belge pour se rendre compte que les propos qui ont été tenus par le secrétaire d'État à l'immigration belge la semaine dernière sont en quasi tout point identiques à ceux qui ont été tenus et aux actions qui ont été mises en œuvre par Matteo Salvini. Ça en fait 8. Si on ajoute à ceci la Slovénie qui a voté il y a 2 semaines avec une arrivée en tête du scrutin, mais pas au pouvoir, de l'extrême droite, le groupe risque de s'élargir. Et je suis au regret de vous dire que, désormais, je ne suis pas du tout certain, au moment où s'ouvre une campagne électorale en vue des élections européennes, que les autres États membres de l'Union européenne soient dans une capacité ou volonté de prendre le contre-pied de ce mouvement-là. Ce qui me fait dire que, je vais être un petit peu abrupt, mais de toutes les manières, je l'ai écrit dans une tribune au Monde qui paraîtra demain, je n'espère pas, ou je n'espère rien de la part de nos dirigeants.
Je pense en définitive que prendre fait et cause pour une autre manière de voir la question migratoire relève désormais de la mobilisation de la société civile. Alors Grenoble est un exemple parfait d'une mobilisation importante. Mais il y a d'autres villes dans lesquelles des mobilisations existent. Mais cette mobilisation-là ne doit pas se faire contre. C'est une mobilisation qui doit se faire aussi avec, et notamment avec ceux qui se posent des questions. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité, non pas seulement d'agir contre les politiques répressives, mais d'agir avec ceux qui se posent des questions, c'est-à-dire de poser un débat dépassionné. C'est excessivement compliqué. C'est un enjeu et un défi très important, mais peut-être que la campagne électorale qui s'ouvre aujourd'hui est un des moments qui nous permettra d'avoir cette discussion-là. Et je tiens à revenir sur un des éléments qui a été annoncé en ouverture de cette discussion, sur cette question de ville accueillante. On a vu ce phénomène-là aussi se développer en Belgique avec les communes hospitalières. Et moi, j'ai deux approches là-dessus, trois. Je trouve que c'est un élément excessivement important parce que on montre qu'on est une commune accueillante et ça part du terrain. C'est fini de prendre des éléments d'en haut et qui descendent. C'est la population qui se mobilise en vue d'eux. Nous sommes une commune accueillante. Deuxième élément, on a vu aussi beaucoup d'autocollants sur les communes anti-TAFTA. Moi, je commence à en avoir assez des « je suis contre, je suis contre, je suis contre ». Et on inverse la vision « je suis avec ». Je suis accueillant, donc je démontre. Le principe de commune accueillante en Belgique est relativement simple. C'est une commune qui vote au sein de son conseil municipal la volonté de signer une charte pour dire « nous sommes une commune accueillante », ce qui veut dire que nous nous engageons à informer les migrants de leurs droits, nous nous engageons à mieux les accompagner et éventuellement à mieux les héberger. Troisième élément, ça essaime. Les communes belges, les unes après les autres, disent « ah mais moi je veux être commune accueillante, je veux être pour ». Et ce ne sont plus seulement les communes désormais, ce sont aussi les universités qui se disent « attendez, mais moi je veux être université accueillante ». Et là, on a un mouvement de fond qui permet de mettre ensemble et en commun des personnes qui, dans leur majorité, et il faut se rappeler de ça, la majorité des citoyens ne sont pas contre le phénomène migratoire. Qu'ils aient des craintes, des questionnements, des interrogations et certaines angoisses, c'est normal. Et il faut apporter des réponses à la discussion à ces situations-là. Grenoble fait-il vraiment preuve d'exemple, je veux dire la ville de Grenoble, dans la mesure où, dernièrement encore, le droit d'interpellation de votation citoyenne a bien été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble. Donc le résident étranger qui vit à Grenoble, qui travaille, qui paye ses impôts, qui participe à la vie locale, n'est pas un citoyen. Alors est-ce qu'il n'est pas aussi temps de reconstruire tout ça, puisqu'il s'agit de parler des migrations autrement, sachant que l'immigré ou le résident étranger, le migrant, encore moins, ne sont pas des citoyens. Dans la mesure où en France, on attribue la citoyenneté à la possession de la nationalité, ce qui a aussi entraîné le rejet de l'interpellation et du droit de la votation citoyenne. Donc ce sont là des questions, pas tant seulement du migrant, du réfugié ou du demandeur d'asile, de toute forme de migration, et quelle est la place de toutes ces personnes, je veux dire, venues d'ailleurs. Elles ne sont plus considérées comme des citoyens en France, alors quelle place on leur attribue, sachant qu'elles participent, qu'on le veuille ou pas, ou qu'elles participent concrètement à l'évolution économique et sociale de la vie. Merci. Bien, je me permets de répondre rapidement parce que je pense que Jean-Claude Perrin doit et veut parler. Sur la notion de migrant, à un moment ou à un autre, il faut quand même donner des définitions. Et le pauvre juriste qui est devant vous, vous savez, l'avantage du juriste, c'est de ne pas voir plus loin que le bout de ses chaussures, et je fais partie de ces gens-là. Mais à un moment donné, il faut donner une définition aux personnes, un demandeur d'asile, un réfugié, un migrant. La catégorie migrant économique est une fausse catégorie, parce que celui qu'on imagine aujourd'hui comme étant un migrant économique, c'est-à-dire cette personne qui vient d'Afrique subsaharienne, généralement de manière irrégulière, pour occuper un emploi irrégulier en Europe. La migration économique, c'est aussi l'ingénieur indien hautement qualifié qui travaille chez IBM ou chez Microsoft.
Donc voilà, ça c'est un élément, mais à un moment ou à un autre, il faut bien trouver des définitions et elles ne sont pas, elles ne font pas forcément toujours objet du consensus. En revanche, merci de poser cette question sur la question du citoyen, et notamment citoyen, parlons-en en ce moment. Jean-Claude Perrin, nous étions en voiture ensemble tout à l'heure, a compris que c'était Hiddelin Narodt, donc je vous en fais part et de manière assez brève, enfin je l'espère. Aujourd'hui, et vous l'avez très bien identifié, les ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de l'Union européenne, qui exercent par exemple une activité économique, qui sont reconnus comme réfugiés, ou voire même étudiants, participent de la vie des États membres, mais ne sont pas des citoyens au sens où ils n'ont pas le droit de vote. À partir de ce moment-là, eh bien, la situation peut être résumée de la façon suivante. Ils ne sont pas, et excusez-moi du terme, un marché captif pour les partis politiques. Si vous inversez désormais la chose et que vous dites, attention, la personne qui est en situation régulière en France depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, a le droit de vote aux élections générales, eh bien le statut du migrant passe d'objet politique à sujet politique. Et je peux vous garantir que passer d'objet à sujet politique, et je parle sous le contrôle d'une représentante d'un parti politique, ça permet... Encarté. Comment ? Je ne suis pas encartée. Vous ne pas Je ne suis pas encartée. Je n'appartiens à aucun parti politique. vous êtes inscrite sur une... Enfin bref, vous êtes une eurodéputée, rouée. Bref, mais si on donne le droit de vote aux migrants, alors ils deviennent sujets politiques et le discours qui sera celui des formations politiques vis-à-vis de la question migratoire, je peux vous garantir qu'il va changer. Donc si on veut en parler autrement, eh bien parlons-en autrement sur la place publique, parlons autrement de la chose publique de Res Publica et faisons de ceux qui contribuent à l'activité sociale, économique, familiale, culturelle de ce pays aussi des acteurs politiques et on parlera autrement de la question migratoire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le domaine économique. Le domaine économique. Parce qu'on a des problèmes d'économie, on a une population qui augmente de 3% par an dans les pays, on dirait, subsahariens. Pour vous donner une idée, 3% par an, c'est comme si la population française augmentait de 2 millions par an. 3%, 65 millions, ça fait 2 millions. Donc chez nous, je dis chez nous, je viens par la partie africaine, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'économie. Donc il y a une dame tout à l'heure qui demandait combien coûte un migrant, est-ce qu'on a des chiffres. Moi, je voudrais un petit peu vous dire combien rapporte un migrant. Parce que je crois que ça rapporte beaucoup plus, et ça rapporte des deux côtés, aussi bien en Europe qu'en Afrique subsaharienne, parce qu'il se trouve qu'on a des problèmes diamétralement opposés. Alors, avant de vous dire combien rapporte un migrant, ce que je vais essayer de vous dire la situation d'un pays qui n'a jamais eu de migrants. Donc, qui n'a pas été confronté à ce sujet-là, et sa situation actuelle, et donc par position, vous verrez quelle peut être la situation de l'Europe. Je parle du Japon, qui est un pays qui a toujours... c'est une île, donc les Japonais ont une très forte identité nationale, et ils n'ont jamais accepté aucun migrant. Jamais, dans toute leur histoire. Quand ils ont été en contact avec des autres, c'est qu'ils les ont colonisés, ou ils ont tenté de les coloniser. Les Japonais ont colonisé d'abord les Chinois, et puis en même temps les Coréens, ce qui explique l'opposition qui est actuellement, localement, entre ces trois peuples. Le Japon, c'est un pays qui avait 135 millions d'habitants il y a quelques temps, moins de 10 ans. Il y en a 126 aujourd'hui, et dont les services gouvernementaux espèrent qu'il y en aura 85 en 2050. Donc le Japon est un pays qui s'effondre démographiquement, pas démocratiquement, et qui n'a pas de solution de rechange parce que il n'y a pas de migrants. Et en conséquence, le Japon
est menacé de disparition. Le consensus actuellement des démographes disent que les Japonais ne pourront pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que quand très longtemps, vous avez un indice de fécondité très en dessous de ce qui est nécessaire pour maintenir la population, que les économistes estiment à peu près à 2,1 enfants par femme, vous rentrez dans ce qu'on appelle l'hiver démographique. C'est-à-dire, l'hiver démographique, c'est quand vous restez très longtemps et constamment en dessous de ce taux de 2,1. C'est le cas du Japon depuis extrêmement longtemps, et en tout cas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans un deuxième temps, dans un premier temps, vous manquez de personnes. Mais dans un deuxième temps, comme votre population vieillit, vous manquez de femmes en état de faire des enfants. Quand la population vieillit, il se trouve que les femmes sont moins avantagées que les hommes, et à un moment donné, ça s'arrête pour elles. Et donc, pardon? C'était pourquoi? Oh, je ne sais pas, on va pas rentrer dans cette question. Hein. Bon, mais en tout cas, on sait que pour les femmes, ça s'arrête. Et donc, aujourd'hui, le Japon a un tel taux de vieillissement. En Europe, on mesure le nombre de gens qui ont plus de 65 ans. En Japon, on mesure le nombre de gens qui ont plus de 75 ans. Donc, vous voyez, il y a 10 ans d'écart. Et aujourd'hui, le nombre de Japonais qui a plus de 75 ans, c'est 20%. Donc, ce pays a tous les, les critères pour ne pas pouvoir s'en sortir. Il ne pourra pas refaire la population qu'il va perdre, et comme il n'est pas habitué à avoir des immigrés et qu'il n'a pas d'immigrés, chaque fois qu'il était en contact avec des étrangers, ça peut plutôt été pour leur, je veux dire, leur foutre sur la gueule, mais coloniser, quoi, avoir des relations un petit peu dominant à dominer, eh bien, le Japon ne peut pas s'en sortir. Bon. Alors, à partir de là, vous pouvez voir quel est l'intérêt des migrants ou des immigrés. Parce que en Afrique, il y a beaucoup trop de monde, pour le moment, à terme, ça marchera bien, mais pour le moment, aucun pays, les pays d'Europe ne peuvent pas développer économiquement avec 3% d'augmentation de la population. En France, on a eu une seule année où on a eu une augmentation de ce type-là, depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est quand les rapatriés sont rentrés d'Algérie. Mais à part cette année 62, je crois, ou 63, 62, il n'y a jamais eu de cas. En conséquence, les migrants pourraient déjà, dans un premier temps, éviter l'effondrement démographique de l'Europe. Peut-être que vous n'en êtes pas bien perçu, mais d'ailleurs les journalistes, vous n'y êtes pas beaucoup, puisque chaque année, au mois de février, quand l'INSEE a publié les résultats démographiques de la France, les journalistes interviennent en disant « Nous sommes encore les champions d'Europe de la natalité ». On a tous entendu ça, chaque année on dit ça. Bon. Comment? Oui, c'est soit l'Irlande ou la France, c'est pareil, à peu près quoi. À un centième près, c'est pareil, et je pense que c'est quand même encore la France. Bon, mais ça pourrait être l'Irlande. Mais la réalité, c'est pas ça du tout. C'est que la France, elle est à 1,88 enfants par femme en 2017. C'est-à-dire qu'elle est très en dessous des 2,1. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout les champions d'Europe de la natalité. On est les moins mauvais. Et quand vous savez que tous les autres sont en dessous, certains peu en dessous, et certains beaucoup en dessous. Il y en a qui sont au Portugal est à 1,30 à peu près. On voit la différence entre 1,30 et 2,1. Eh bien, la France suit, enfin l'Europe, pardon, excusez-moi, suit exactement la marche du Japon, mais avec à peu près une vingtaine d'années d'écart. En France, nous sommes arrivés, je ne sais pas si tu veux mettre des... Ah, bah, tu veux des mises, non? Ah, je ne vois pas. Peut-être me mettre comme ça pour pouvoir voir un peu les diapositives. On est entré en France dans l'hiver démographique en 1974. C'est-à-dire qu'il y a 45 ans. Depuis 1974, la France est en dessous. La France, qui est pourtant le champion d'Europe, est en dessous de la natalité minimale pour pouvoir maintenir la population. On dirait que ça ne se voit pas. Ah oui, ça ne se voit pas parce que il se trouve que la démographie, c'est comme les paquebots, quand vous voulez tourner à droite ou tourner à gauche, vous faites le geste et puis vous attendez un certain temps avant que le bateau bouge. Donc c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais il se trouve que la démographie est sens exact, et les démographes vous disent qu'en démographie, si vous prenez des mesures,
elle commence à porter des effets dans 30 ans. Donc c'est quelque chose qui est de très longue distance. Ça intéresse point les politiques, bien sûr, bien la société civile, puisque les politiques, ils ne sont jamais élus pour 30 ans, généralement. Un président est élu pour 5 ans, un maire pour 6 ans, etc. Et donc les politiques gèrent des problèmes immédiats. Je veux dire, les problèmes de longue distance, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais c'est pas vraiment, ils sont pas bien faits pour. Bon. Donc c'est la société civile qui doit gérer ça. Parce que quand les politiques sont pas faites pour les politiques, mais c'est toute la société civile pour faire de la gouvernance. Or, depuis 45 ans, je l'ai dit tout à l'heure, donc depuis 1974, la France est à 50 en dessous, et surtout la vitesse s'accélère. Parce que pour passer de 2 enfants par femme, je vais quand même mettre mes lunettes, hein, parce que autrement je risque de vous dire des bêtises, mais pour passer de 2,1 enfants par femme à 2, il a fallu 40 ans. Et on était à 2,1 en 1974, on était à 2 en 2014. Par contre, en 2015, on était à 1,96, en 2016, on était à 1,92, et en 2017, on était à 1,88. C'est-à-dire qu'on a perdu 0,4 points chaque année. Et je vous précise que ces chiffres comprennent Mayotte et la Guyane. Les 2 plus grandes maternités françaises sont à Mayotte et à Saint-Laurent-du-Maroni, puisque c'est 2 pays où les étrangers peuvent rentrer, je veux dire facilement, relativement facilement. Facilement à Saint-Laurent-du-Maroni, plus difficilement à Mayotte, mais enfin bon, les étrangers peuvent rentrer. Donc, on a un problème d'effondrement de la population qui fait que on va devenir de moins en moins riche. C'est là où les réfugiés peuvent apporter, parce que les réfugiés, non seulement apportent du nombre, mais ils apportent un âge différent. Les réfugiés, parce qu'ils sont plus jeunes que la population européenne, sont des gens qui sont plus dans la population active, peuvent participer directement à la population active. On sait bien, tous les économistes diront qu'une population qui vieillit et qui diminue, c'est une population dont le niveau de vie diminue. Ce qui arrive en Italie, c'est pas tellement surprenant. En 20 ans, le PNB par tête en Italie a chuté de 30% par rapport au PNB allemand. Bon, une fois qu'on a ça, l'Italie s'appauvrit. D'ailleurs, récemment, le PNB par habitant espagnol, le Grand Bretton, a dépassé le PNB italien. Et l'Italie, c'est le pays qui vieillit le plus vite aujourd'hui en Europe, à part, tu m'as fait remarquer tout à l'heure, la Russie. Je parle de l'Union européenne. C'est vrai que la Russie est encore plus touchée que l'Italie. Mais à l'intérieur de l'Union européenne, c'est l'Italie qui est le plus touchée. Et c'est le pays qui est le plus près de la situation du Japon. Bon, je pense que l'Italie peut s'en sortir, mais il ne faudra pas traiter trop longtemps. Lorsqu'une population est vieille, le niveau, le PNB ne monte pas. Parce que quelqu'un qui a 65 ans, 70 ans, j'ai plus de 70 ans. J'ai déjà ma maison, j'ai payé, et je vais vous m'acheter une deuxième maison. Bon, j'ai déjà ma voiture, j'ai payé, je vais m'acheter une deuxième voiture. Par contre, je m'aperçois que mes enfants non, parce qu'ils commencent à être vieux, mais les petits-enfants aujourd'hui, eux, ils sont prêts à dépenser parce qu'ils ont 18, 19, 20 ans, ils s'installent dans la vie, ils ont besoin d'acheter un appartement, etc. Donc c'est eux qui font tourner l'économie, pas nous. Bon, nous, on fait quand même tourner l'économie dans les voyages du 3e âge, quand même. Mais bon, en dehors des voyages du 3e âge, ça intervient beaucoup moins. Pardon? J'ai pas compris. Ah oui, en médicaments. Oh, bon, elle est méchante, là. Non, il y a beaucoup de vieux qui vont très bien, hein. C'est pas tout ce que là. Bon, donc, vous voyez très bien que, sur le plan économique, l'apport des immigrés est tout à fait intéressant. Par contre, il faudra se poser la question, quels immigrés on accueille? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit sur les barques qui traversent de Libye en Italie, on a d'abord plus d'hommes que de femmes, et beaucoup de gens très jeunes, peu de gens très qualifiés. Et donc c'est une immigration qui correspond un peu aux besoins de la France des années 70. Vous savez, quand on avait besoin de faire tourner les usines, notamment de voitures, et qu'on a créé une catégorie OS, ouvriers spécialisés.
L'Ouest était spécialisé en un geste, deux gestes, trois gestes. Aujourd'hui, on a peut-être plus besoin de réfugiés qualifiés. L'Union européenne, par exemple, a chiffré le nombre de personnes dont on aurait besoin dans ce qu'on appelle la nouvelle économie, tout ce qui est autour d'Internet, etc. Est-ce que vous avez idée du nombre de gens qui manquent en Union européenne? Alors, je vais vous donner les chiffres, c'est 750 000. Et ces 750 000, ils sont pas loin. Ils sont juste de l'autre côté du Sahara. Donc, il faudrait peut-être, au lieu d'avoir une immigration subie, alors ils vous ont tous expliqué tous les deux pourquoi cette immigration est si subie, donc je ne reviens pas sur le dysfonctionnement de l'Union européenne, mais effectivement, l'immigration est aujourd'hui subie. Il faudrait peut-être regarder d'autres pays qui ont des problèmes de population, comme le Canada, qui, eux, ont une immigration absolument régulée, contrôlée et qui fonctionne très bien. C'est que le Canada importe chaque année d'Afrique, et nous, qui sommes pourtant français, nos étudiants africains, on leur conseille plus du tout d'aller voir, comment dirais-je, le consulat français, parce que le consulat français ne raisonne pas comme ça. On envoie nos étudiants africains voir le consulat canadien. D'autant plus que les Africains ont deuxième qualité pour les Canadiens, c'est que dans les consulats canadiens, c'est pas tout à fait officiel, mais il y a souvent une petite pièce où il y a la pièce des Québécois. Et les Québécois, ils ont un problème, ils voudraient garder, comment dirais-je, le niveau de langue française qu'ils ont actuellement. Les Africains le vont très bien, parce que les Africains ont des diplômes, ils savent manier Internet, ils savent travailler, et en plus ils parlent français. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, je ne suis pas sur la question de droit de l'homiste, si vous voulez, je ne suis pas sur la question du pape, même si en tant que Français je serais effectivement tout à fait d'accord avec vous, mais quand je suis obligé de passer côté africain, je suis plutôt sur la question économique. Il me semble très important qu'ensemble, on puisse, bien modestement, commencer à construire une autre vision de l'Asie et de l'Europe, et surtout un autre modèle économique à l'échelle mondiale. Et en tant qu'on continuera à piller nos multinationales, accessoirement françaises, continueront à piller, par exemple, l'Afrique, en s'appuyant sur des dictateurs qui vont pousser des flux énormes de demandeurs d'asile. Tant que ces entreprises saccageront les écosystèmes mondiaux et que le changement climatique, le réchauffement climatique va continuer à pousser davantage, il me semble important qu'on sache ensemble proposer une autre vision de l'Europe, un autre paradigme à l'échelle de 10 ans. En 2050 ou 60, je ne sais plus, c'est Myriam qui me contrôle, 40% des jeunes, c'est des gens qui ont moins de 18 ans dans le monde, seront africains. 40% des jeunes seront africains. L'avenir de la planète en termes de démographie est en Afrique. C'est des faits. Hein. C'est pas une opinion que je dis, c'est des faits. Donc si vous basez sur des faits, après la politique elle se construit sur des faits. Si elle se construit sur des fantasmes, ben, c'est plus une politique qui s'adapte. Deuxièmement, sur le problème des multinationales français, soyons modestes. Actuellement, non, mais je veux dire, on n'est plus sous le Focard, hein, c'était il y a 40 ans ou 50 ans Focard. Alors, il y a effectivement des multinationales actuellement qui ont encore des mauvais comportements françaises, qui ont des mauvais comportements en Afrique. Il y en a un qui vient de se faire mettre en examen, là, il y a un mois et demi. Moi, on m'a dit, on l'a présenté tout à l'heure comme étant au Burkina, c'est mon épouse qui est au Burkina, moi je suis plutôt en Guinée, et justement c'est ce pays qui est déconcerné. On n'a pas cité l'individu, mais je pense que tout le monde l'a compris. Qui domine l'Afrique actuellement? Ce sont les Chinois. Et ils dominent l'Afrique sans avoir envie, d'ailleurs, d'y apporter une civilisation. Nous, les Français, quand nous sommes allés en Afrique, on a essayé, tenté maladroitement, d'apporter un petit peu de civilisation. Les Chinois, eux, ils viennent uniquement chercher les matières premières, et ils présentent un système politique, qui est le système chinois,
vous connaissez sûrement, j'étais en Chine il y a un mois, où vraiment le citoyen n'existe plus. La seule personne qui a le droit d'exister en Chine, c'est le consommateur. On dit consommer, travailler, gagner de l'argent, et foutez-nous la peine pour le reste. Le reste, on s'en occupe. On est 7 dirigeants, bon, il y en a un qui est plus gros que les ciseaux, et on est capable d'administrer 1,350 milliard de Chinois. Ça, c'est la réalité. Et ce discours plaît beaucoup aux chefs d'État africains. Parce que ce discours, il n'y a pas de limitation de mandat. La démocratie est absolument pas nécessaire, elle est même un peu encombrante. Et donc, les Chinois amènent leur domination économique et en plus leur domination politique. Ils ne cherchent pas du tout à coloniser les Africains, ça, ils s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est les ressources. Le pétrole, dans beaucoup de pays, le fer en Guinée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut... L'Afrique, il faut quand même la regarder de près, elle a beaucoup évolué. C'est la plus grande chose à voir actuellement avec l'Afrique des années 60. Et les problèmes qui s'y posent ne sont pas du tout les problèmes que vous avancez. Donc, j'ai entendu le Japon. Alors, je me suis dit, l'Aquarius, peut-être qu'on devrait l'envoyer au Japon. Le Japon. Mais moi, j'ai entendu comme ça. Et puis après, j'ai entendu toute votre argumentation sur la densité de population, sur la population. Et je me suis dit, mais finalement, si on n'est pas vigilant, si je ne savais pas le travail que vous aviez fait, je me dis, mais finalement, ça vient en parallèle avec ce que l'extrême droite nous dit. C'est-à-dire qu'on va aller, ces immigrés, ils vont arriver, ils vont s'installer dans les pays, ils vont coloniser nos femmes, ils vont coloniser notre travail. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, vous êtes dans le fantasme. Non, mais je le dis, je suis dans l'interprétation. N'empêche que je fais un parallèle avec votre discours et celui de l'extrême droite. Je sais bien que c'est pas vos propos. Mais à parler comme ça, on peut se dire, mais finalement, il alimente le discours dont se sert l'extrême droite. Et alors ma question, j'en ai une question aussi, c'est juste la remarque que je me suis faite en vous écoutant. Et la deuxième question, c'est à la députée européenne que je vais poser la question. Vous êtes très centré, franco-français, Europe, européen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle négociation, quelle politique internationale vous menez pour que les pays pour que les gens qui sont dans les pays n'aient plus à quitter leur pays à cause de la misère. Ça, vous n'en parlez pas. Donc moi, ça m'intéresse. Ça, parce que l'Europe, si on s'en tient à Macron, si on s'en tient à l'Allemagne, si on s'en tient à l'Italie, ce sont des pays qui sont pour l'instant, qui sont en train de se replier sur eux-mêmes. En tant que députée européenne, vous avez parlé des droits de l'homme. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous faites pour qu'en Guinée, les droits de l'homme soient respectés. Comment vous faites pour qu'en Algérie, les droits de l'homme soient respectés. On ne peut pas lui reprocher de ne pas assurer la dignité des gens en Guinée. Hein. Elle n'a pas un lien avec la Guinée. Moi, j'habite en Guinée. Donc je peux vous répondre. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de droits de l'homme en Guinée. Vous pouvez être arrêté sur n'importe quel prétexte. Il y a des gens qui croupissent en prison. Je suis allé visiter la prison centrale de Conakry. Je suis allé voir des femmes, justement. Eh bien, j'ai vu des femmes qui étaient en prison depuis 10 ans, mais qui n'avaient pas été jugées. Pourquoi? Parce que le procureur, il a perdu le dossier. Et comment? Oui, en Madagascar, je ne connais pas le problème de Madagascar, mais en Guinée, vous avez parlé de la Guinée, donc je réponds sur la Guinée. J'ai vu des femmes qui étaient là depuis 10 ans et qui n'avaient pas été encore condamnées. Le dossier a été perdu. Alors, si vous faites partie de la classe moyenne, vous aurez toujours quelqu'un derrière qui ira pousser un député ou un procureur ou un avocat pour que vos dossiers soient ressortis, si on arrive à le trouver. Mais quand vous êtes une Guinéenne moyenne, une mère de famille qui a du mal à finir le mois,
eh bien tout le monde vous a oublié, hein, et vous pouvez passer toute votre vie en prison. Alors monsieur disait que c'était un peu comme ça à Madagascar. Mon épouse est de Madagascar, elle m'a dit que c'était effectivement comme ça. Nous soutenons une association dans l'Ain qui construit des écoles à Madagascar et qui nous disent que c'est effectivement comme ça. Moi, je ne peux pas vous en parler. Bon, sur le premier dossier, moi, je trouve ça, comment dire, ça me fait plaisir quand même, parce que jusqu'à maintenant, j'ai plutôt été classé comme un gauchiste, un vilain gauchiste, par tous les ministres de l'Intérieur. Alors que vous me disiez que mon discours alimente l'extrême droite, bon, je n'ai pas bien compris où, mais... Alors, vous avez dit quoi? J'ai mis les deux discours en parallèle, et du coup, ce que vous nous dites aujourd'hui, j'ai l'impression que ça sert à alimenter le discours de l'extrême droite. Je ne me permettrai pas de dire vous êtes à droite. On reproche aux gauchistes. Mais c'est comme ça que je fais le... Oui, parce que il y a le fantasme et la réalité. Si évidemment on dit, je ne sais plus qui date, cette dame-là, ils disait les immigrés vont venir uniquement pour une fonction reproductive et ils vont nous piquer nos femmes, vu comme ça, effectivement, c'est le discours de l'extrême droite. Mais il faut quand même se pencher sur la réalité, c'est-à-dire que dans tout le monde, dans tout le monde développé, c'est l'OCDE, le monde développé, plus la Chine et l'Inde, ça représente 80% du PIB mondial, et dans tout le monde développé, je crois qu'il y a un pays qui est au-dessus de 2,1 enfants par an. C'est-à-dire qu'il y a, dans tout le monde développé, un effondrement de la population. Seuls les Africains, et encore pas tous, pas les Africains du Maghreb, parce qu'ils sont déjà alignés sur la situation européenne, mais les Africains au-delà du Sahara, sont dans une situation difficile pour eux, mais plutôt positive pour la planète, parce qu'ils vont assurer le renouvellement de la planète. Et effectivement, en 2050, 40% des jeunes de moins de 18 ans, ou moins de 20 ans, plus de 18 ou 20, seront des Africains. Alors qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui est plutôt pas très peuplé. C'est un continent, mais qui s'est peuplé très vite. Puisque en 1850-60, quand les nations européennes se sont partagées l'Afrique, c'est le temps des colonies, eh bien, l'Afrique faisait 100 millions d'habitants. L'Europe en faisait 275, je crois. L'Europe globale, y compris 450 millions en 1900. Voilà. Et donc, l'Afrique aujourd'hui fait 1,2 milliard, c'est-à-dire qu'elle multipliée par 2, elle fera à peu près 2,5 milliards aux alentours des années 2050-2060. Ce qui n'est pas très loin, 2050-2060. Alors, pour moi, je ne serai pas là, probablement. Enfin, je pense. Mais mes enfants sont probablement encore là, mais ils sont déjà assez âgés. Et mes petits-enfants sont en force de l'âge. Donc je peux dire, moi je ne serai pas là, ça ne me concerne pas, mais ça me concerne très vite après. Et lorsque les gens prennent conscience, le Japon n'a pas pris conscience suffisamment tôt, mais à un moment donné, c'est irréversible. Donc, je ne vous parle pas de niveau de vie, de machin, de ce que vous voulez, même de savoir s'il faut accueillir ou pas. Je vous parle de l'existence de l'espèce. Et au Japon, l'existence de l'espèce, elle est déjà menacée. Alors on peut dire, mais c'est pas vrai, personne ne m'a jamais dit ça. Allez chercher les chiffres. Tous les deux, vous ont dit que les chiffres sont disponibles de partout. Tapez démographie du Japon sur Internet, puis vous verrez. Les Européens, oui, ont un regard ethnocentré sur ces questions-là, et que ce n'est pas le sujet. Que les migrations, ça a toujours existé. C'est un fondement de l'humanité. Que l'humanité, elle vient d'Afrique. L'humanité, elle vient d'Afrique. Sans les mouvements, ils sont là. Et en France, on est particulièrement mal placé pour avoir un discours ethnocentré. Parce que nos ancêtres les Gaulois, excusez-moi, ils ont été matinés à travers l'histoire des conquêtes en permanence. Que la France doit son nom à des envahisseurs du Nord qui s'appelaient les Francs. Et que moi, je déconstruis ça en permanence. Donc, excusez-moi si j'étais un peu vive tout à l'heure, mais c'est vraiment, pour moi, c'est la question de la démographie, c'est vraiment pas le sujet. La question, c'est comment, demain, on construit la planète. La planète, elle sera peuplée avec des Européens, des Asiatiques, des Africains, et la mobilité est un phénomène irréversible. On ne va pas mettre des frontières, plus on en met, plus on fait de morts. Hein. Mon combat, moi, il est celui-là. Hein, c'est qu'on fasse des politiques qui soient des politiques d'ouverture, de régulation, si on veut. Hein.
mais surtout qu'on arrête ces politiques qui font du continent européen le continent le plus mortifère du monde pour les migrants. Le continent le plus mortifère du monde pour les migrants, c'est le continent européen. Alors, c'est vrai que un de mes malheurs, si tu veux, depuis que je suis députée européenne, c'est que j'ai l'impression que tout ce que je fais au niveau européen, c'est comme si ça servait à rien. Moi, je suis militante des droits de l'homme depuis 35 ans. Donc la question de la citoyenneté européenne, je connais un peu. La question du droit de vote pour les étrangers, c'est un de mes combats depuis que je milite. Au niveau européen, il y a des choses très, très compliquées. La citoyenneté nationale ne se définit pas de la même façon. Je me permets un raccourci en disant citoyen. On n'a pas toujours le même signe égal entre citoyenneté et nationalité, mais le problème, c'est que la définition de la citoyenneté européenne se construit à partir des définitions nationales, avec des choses très différentes. En France, on a quasiment pas de droit de vote pour les citoyens étrangers. Je disais en aparté à mon voisin tout à l'heure, en Europe du Nord, quand il a été question de donner le droit de vote aux Européens, ils ont donné le droit de vote à tous les ressortissants étrangers sur leur territoire, considérant qu'il n'y avait pas de raison de faire des différences entre les Européens et les ressortissants des pays tiers, on dit dans le jargon. Et moi, quand je bataille à la sous-commission des droits de l'homme qui s'occupe des droits de l'homme hors Union européenne, je travaille particulièrement sur l'Afrique. Je dénonce depuis plusieurs années les accords de ce qu'on appelait le processus de Khartoum, qui font qu'on a externalisé les frontières non seulement avec les pays de voisinage, mais désormais avec les pays d'origine des soi-disant migrants qui nous envahissent. Donc on négocie avec M. Al-Béchir, qui est le président du Soudan, qui est sous le mandat de 2 mandats de la Cour pénale internationale. Et je lisais encore dans le rapport sur les droits de l'homme de l'Union européenne que Mme Mogherini avait fait un communiqué quand M. El-Béchir était parti, je ne sais plus dans quel pays voisin, et dénonçait le fait qu'il n'avait pas respecté le mandat de la Cour pénale internationale. Mais qu'est-ce qu'on va faire, nous, Union européenne, enfin nous, eux, Union européenne, d'aller légitimer le gouvernement de Khartoum en se rendant tout pays européen confondu, négocier ces politiques d'externalisation des frontières qui sont destructrices. On va négocier avec M. El-Béchir le fait qu'il faut empêcher les Érythréens de passer par chez lui parce que les Érythréens fuient la pire dictature du monde, enfin une des pires dictatures du monde avec la Corée du Nord. Et oui, les politiques, je suis désolée, je vais être en contradiction avec vous, mais oui, les multinationales européennes, y compris les multinationales françaises, continuent à faire des dégâts en Afrique. L'opposition entre les Européens et les Chinois, excusez-moi, mais pipeau, c'est des guerres d'impérialisme, si vous voulez, la bagarre entre l'impérialisme chinois, l'impérialisme européen, l'impérialisme français, britannique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la planète. Le fait qu'on arrête de légitimer des dictateurs, le fait qu'on permette aux gens qui en ont envie de bouger sur l'ensemble de la planète, le fait qu'il faudrait peut-être arrêter de dire « je lutte contre les causes profondes de migration », alors que ça fait 35 ans qu'ils nous bassinent avec le fait, les pays développés en général, qu'il faut mettre le niveau de l'aide au développement à 0,7% du revenu national brut. En France, on en est à 0,35. Et on a même diminué, on a réaugmenté un tout petit peu, mais on avait même diminué sous la présidence de François Hollande. Et on prétend lutter contre les causes profondes de migration. Mais on est malade. Et quand on parle des causes climatiques, moi je préfère parler des changements environnementaux. Parce qu'en Afrique, en Amérique latine et en Asie, qui est-ce qui déforeste à hardi petit? Qui est-ce qui s'accapare les terres? Les multinationales européennes. Et que ça provoque des changements. En Asie, excusez-moi, c'est notamment des multinationales françaises qui déforestent et s'accaparent les terres. Notamment avec le Vietnam, et on vient de passer un accord entre l'Union européenne et le Vietnam. Et si on importe de l'huile de palme, c'est pour faire quoi? On l'a fait venir d'Asie, où on déforeste, et on va faire crever les agriculteurs français qui sont cultivateurs de colza. Donc, excusez-moi, il suffit de me mettre un peu en boule, là. Oui, je suis d'accord avec vous. Et l'autre élément, excusez-moi, laissez-moi terminer. L'autre élément, par rapport aux gens d'origine immigrée, moi j'ai du sang italien plein les veines, côté paternel et côté maternel, et je suis fière de ça. Mais je voudrais qu'on se rappelle
que tous les immigrés, quels qu'ils soient en France depuis un siècle et demi, ont toujours été maltraités, qu'ils soient italiens, polonais, espagnols, portugais. On parlait des spaghettis, des espingouins, des polacs, des portos et autres gentils noms. J'étais à un débat hier où un autre intervenant lisait un texte distribué dans les écoles au début du XXe siècle où on montrait du doigt avec des mots qui sont quasiment les mêmes que ceux d'aujourd'hui, les migrants notamment italiens, qui ont été victimes de pogroms en France, rappelons-nous-en quand même. Donc moi je suis tétanisée par ça. Moi je suis une alter-européenne, je suis une alter-mondialiste et je veux que ces politiques européennes changent. Et madame, je vous rassure, je me bataille au quotidien contre l'ensemble de ces politiques européennes quand elles sont hostiles aux populations immigrées et qu'elles font des amalgames en permanence. Et je voudrais, par rapport à l'immigré, qu'est-ce que ça coûte, y compris par rapport à mon voisin, juste donner un chiffre. Les migrants qui vivent sur le territoire de l'Union européenne, ils renvoient dans leur pays d'origine 450 milliards chaque année, alors que l'aide publique au développement n'est que 250 milliards. Alors imaginez, si on se mettait dans le miroir de l'extrême droite, si on renvoyait tous ces migrants, on plongerait les pays d'Afrique dans une misère colossale. Vous l'avez dit tout à l'heure, Yves Pascoe, on peut évoquer la question de l'immigration que si on admet la complexité, que si on admet qu'il faut constamment se remettre en question, nuancer le propos. Et le débat de ce soir en montre aussi la nécessité, je crois. La deuxième chose, c'est qu'il faut admettre que c'est une question qui va s'inscrire très durablement dans nos univers politiques et même dans ceux de nos enfants et de nos petits-enfants. Et moi, je suis sensible à vos propos quand vous dites tout à l'heure que la vraie question, c'est la crise de l'accueil et qu'il y a probablement un rôle très important de la société civile, c'est de se battre pour un autre accueil des migrants. Le problème, c'est que cette question, elle est difficile à mettre en place, c'est difficile à pénétrer l'opinion publique sur ce problème, et que pour poser cette question, il ne faudrait pas être constamment rattrapé par des élections, puisque c'est quand même bien de projections sérieuses qui pourraient faire penser que le Parlement européen futur, sorti de l'élection prochaine, aurait une majorité où des partis politiques seraient anti-migrants ou en tout cas retrouveraient des accords électoraux pour développer une politique anti-migrants. Si c'est le cas, on ne va pas regretter que le Parlement européen n'ait pas trop de pouvoir, mais surtout, la question c'est est-ce qu'il existe dans le système de l'Union européenne des garde-fous pour se protéger contre les dérives de ce que serait un résultat électoral de ce type? Les garde-fous sont paradoxalement peut-être à rechercher au niveau des États, parce que certains États ne corroboreront pas à vital sur le long terme le glissement qu'on voit aujourd'hui. Je pense par exemple au Portugal. Le Portugal est un État de l'Union européenne qui a une position fondamentalement opposée à celle qui est défendue par ceux que j'ai cités. Donc, peut-être que le salut du fait de la nécessité d'obtenir un consensus viendra paradoxalement des États s'il admettait que le Parlement européen glisse de manière très importante. Je veux dire deux petites choses pour terminer, excessivement rapide. La première, c'est que je trouve que la discussion qu'on a eue ce soir est typiquement à l'image du caractère inflammable et encore excessivement... on est à fleur de peau. Et c'est normal parce qu'on nous a mis à fleur de peau. Et je pense que cette discussion-là, avec les interventions, vous avez bien énervé Marie-Christine. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, on croit que c'est très épidermique, mais on continue à discuter. Et c'est ça qui est important. Dernier élément pour l'avenir. Et essayons de terminer peut-être sur une note positive. Est-ce que cette question-là n'est pas finalement, et je répéterai ce que disait François Crépeau là encore, c'est une question de génération. Pour mes grands-parents, il était impensable que l'on puisse divorcer. Mes parents ont divorcé. Pour mes parents, il était impensable que des couples du même sexe puissent se marier. Nous avons vu des couples du même sexe pouvoir se marier. Pour nous, il est impensable aujourd'hui qu'on puisse avoir
des dispositifs de liberté de circulation sur cette planète. Et peut-être que pour les enfants, ce sera normal, et c'est ce qui se passera. Alors peut-être faisant confiance à l'avenir et au saut générationnel, je vais juste terminer sur un tout petit peu positif. Merci à tous. Merci à nos trois intervenants.